Voilà. À la fin de cette réunion, rappeler les enjeux de la lutte dans cette année de 2025. La lutte en cette année 2025. Il y a une lutte dans l'autre. Ouais. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, voilà. Il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Ah, ça. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Question. On en a fait beaucoup. Tapoter. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. C'est ça qu'il avait dit. On n'est pas les mêmes. Ah, le Wouti. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Le Bédi était là. Le Bédi est décédé maintenant. Et donc, mais Thabo Mbeki vit encore. C'est Alassane, hein? Et donc, on appelle ça. On appelle ça. Mais pendant que nous, on préparait les élections, ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. C'est pour vous dire ce qu'on a fait. Et
Aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Or, cela a été. Cela a été. C'est ça. Bon, on continue. On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille à soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Écoutez très bien. Hein? Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Woody. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes. C'est ça. Pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier un tel viens à mon secours, un tel viens à mon secours. Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. C'est ça. Maintenant, celui qui veut t'aider, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit. Mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Woody. Woody. Donc, Woody. c'est la lutte, hein. On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est ça les enjeux de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Ça, c'est les enjeux de fond. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. Il faut que ça change. Je regarde les gens et tout est ruine et désolation. Tout est ruine et désolation. Mais enfin, nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux.
Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. On va parler. Il dit, mais Babo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. On va parler. Hey, on va La parler. guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. Eh, vous dites. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. C'est ça qui est la vérité. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 22 octobre. Écoutez. J'ai prêté serment le 26 octobre. Nous avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon. Les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former les administrations. La première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre. Novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois? Question. Pour qu'on nous attaque? Oui. En 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque? Voilà la question. Mais ça, c'est des débats qu'on va avoir. On va C'est parler. des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini. Les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. Mais en tout cas, moi, je veux qu'on en parle. On en parlera. Ça là, on va Vous parler. voyez? Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Parce que beaucoup, oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Bon, ben, temps pour vous aussi ou pas? Moi-même, j'étais un boubou. Donc, chers camarades, c'était ça. C'était ça. Je suis heureux qu'on ait cette réunion, mais tout ce que j'ai dit, c'est simplement pour que vous sachiez que nous avons quelque chose à dire, si on en a l'occasion. Que nous ne sommes pas des silencieux. Nous ne sommes pas des gens qui ont péché et qui ont peur de parler. Non, on n'a pas peur de parler. Mais on ne veut pas parler au hasard. On ne veut pas parler au hasard. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Camarades peuple d'Afrique, vous venez d'écouter le chef, le président Laurent Gbagbo, le Woody continental. Le Woody continental. Il dit, quand il a dit à Thabo Mbeki, il a dit, Draman Ouattara était le traducteur. Il a dit à Draman,
faut dire à Thabo Mbeki qu'il n'a qu'à écrire une lettre pour m'envoyer quand il sera à Abidjan. Et puis moi, en réponse à cette lettre, je vais faire en sorte que tout le monde soit candidat. Si toi aussi tu veux, tu seras candidat. Ouattara a sauté pour venir l'embrasser. Il a plongé sur Babo pour dire, pour venir l'embrasser. Et puis il a dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Draman qui a fait ça. Il dit, Bédi est décédé, mais Thabo Mbeki il a pu témoigner. Frère, est-ce que vous avez compris? Thabo Mbeki il peut témoigner. Et en 1995, en soutien à l'exclusion, non, en dénonciation, et pour faire corps avec Draman Ouattara, parce que exclu par le PDCI, non, je ne dirais pas le PDCI, par le président Bédié, à juste titre, parce que le président Bédié, par son âme, avait raison, parce que le gars était un Burkinabé. Voilà, ça c'est clair, ça il faut qu'on le dise. Mais comme ils avaient quand même réussi à faire de lui un Ivoirien, donc le président Gbagbo a dit, bon, comme c'est vous qui avez fait de lui un Ivoirien, donc moi aussi, s'il n'est pas candidat, moi je ne suis pas candidat. Donc le président Gbagbo l'a soutenu. Il a sacrifié sa candidature. Alors que tous ces militaires voulaient. Est-ce que vous savez que en 1995, quand il y a eu le Front républicain avec le RADP, le RDR de Jenny Kobena, est-ce que vous savez que le président Gbagbo a perdu certains de ses cadres? Parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il soit dans un front commun avec le RDR, qui est un parti de centre. Alors qu'on sait pertinemment que le centre vit très souvent vers la droite. Vous voyez Macron, non? Il est du centre. Vous voyez qu'il s'entend plutôt avec les gens de la droite que les gens de la gauche. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc, excusez-moi, donc beaucoup des cadres du président sont partis. Mais après, grâce à Dieu, ils sont revenus à l'orée de l'année 2000. Vous comprenez ça? Mais le président Gbagbo a fait ce sacrifice. Mais si ces cadres, certains des cadres se sont fâchés, c'est que ces militants, beaucoup étaient fâchés. Beaucoup étaient fâchés. Moi-même, où je vous dis là, le fait que le président Gbagbo soit parti, il y a deux choses que le président Gbagbo a fait qui m'ont mis mal à l'aise. Mais par discipline militante et par mon amour immense pour ce grand homme, il n'a pas parlé. Quand il est allé voir Ouattara avec Bédié, ça, il n'était pas content. Il n'était pas content. Mais c'est un sacrifice. Si moi je ne suis pas content, c'est qu'il y a beaucoup de militants qui ne sont pas contents. Ça fait une chose. Deuxième chose, où Ouattara les a invités à Yamoussoukro, et puis ils sont partis, et puis il y avait Angela Merkel, tout ça. Moi, je n'étais pas content. Mais si moi, je n'étais pas content, il y a beaucoup de militants qui n'étaient pas contents. Mais on a avalé, parce que nous sommes disciplinés. Troisième chose, quand le président Gbagbo a décidé que nos députés votent pour Adama Bitogo, moi, ça m'a mis dans tous mes états. Mais je n'ai pas parlé, parce que c'est pas discipline militante. Mais aujourd'hui, là, on voit que le vieux, là, il savait ce qu'il faisait. C'est ça, il a dit, que l'ONU leur a dit de réinscrire Gbagbo sur la liste. C'est ça le président Gbagbo a dit. C'est-à-dire qu'en dépit de tous les sacrifices qu'on a consentis là, et en 2000, comment on appelle ça, en 2004, je pense, quand Thabo Mbeki lui a dit, 2004, quand Thabo Mbeki lui a dit de réinscrire Ouattara sur la, de faire de Ouattara un candidat, il a fait. Ouais. En dépit de tous ces sacrifices là, excusez-moi, le temps là, c'est bizarre ces temps-ci là. En dépit de tous ces sacrifices là, aujourd'hui, Ouattara refuse de mettre son nom. Donc le président Gbagbo est en bonne posture diplomatique pour faire pression sur Ouattara. C'est pourquoi il a dit, encore si on salue, Emmanuel a salué, c'est pourquoi il a dit que l'ONU a écrit à Ouattara pour dire mettez Gbagbo. L'ONU lui a écrit pour dire mettez Gbagbo. Mais l'ONU va venir. Ils vont venir pour venir lui dire, ah, on t'a dit, mais tu refuses de mettre. Vous comprenez? Ils vont venir pour lui dire, on t'a dit de le mettre, mais tu refuses. Pourquoi tu refuses? Donc l'ONU va venir lui rappeler ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le président Gbagbo, et lui-même il a dit, lui aussi, il connaît du monde. Lui aussi, il connaît du monde. Et ça, je vous l'avais dit. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que Gbagbo connaissait du monde. Et que le fait que Awadom le soit au BRICS, ce n'est pas un hasard.
Le fait que soit au bris, ce n'est pas un hasard. Je vous ai dit ça. Oui, chers camarades. Donc, voilà un peu, voilà un peu ce que le président Gbagbo a dit. Et au-delà de ça, il a parlé de la rébellion. Il est venu en 2 mois, il y a eu la première tentative de coup d'État. En 2 mois, il y a eu la première tentative de coup d'État. Il a pris le pouvoir en 2 mois, il y a eu la première tentative de coup d'État. Et les gens sont venus après, en 2 ans, pour dire, on ne peut pas porter Boubou, c'est l'entrée et sortie ici. Le président Gbagbo aurait exclu quelqu'un. Il n'a exclu personne. Ce n'est pas lui qui avait exclu Ouattara. Mais c'est lui qui a réhabilité Ouattara. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui avait exclu Ouattara, mais c'est lui qui a réhabilité Ouattara. Donc, si moi je te réhabilite, alors que ce n'est pas moi qui t'avais exclu, et aujourd'hui, toi, tu es là, tu refuses de moi, non, pas que, toi, tu m'exclus. C'est une exclusion pure et simple. C'est une exclusion pure et simple. Et ça, là, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi il a dit, le combat principal, c'est de faire en sorte que son nom soit réinscrit sur la liste électorale et qu'il soit éligible. Ça, c'est le combat principal. 2 combats principaux, on va dire 2 principaux combats, l'un dans l'autre. Mais le premier combat, c'est de d'abord. Après quoi, on va se battre maintenant pour qu'il soit président. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Au-delà de ça, il a touché la rébellion. Parce que les gens vont peut-être divaguer quand il a parlé de Boubou. Il est en train de dire que ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui n'ont pas été d'accord qu'ils viennent au pouvoir, c'est eux qui ont formaté la rébellion. Parce que la Libye, les prétextes qui ont été avancés ici et là, pour dire que oui, c'est parce que on veut que tout le monde soit candidat, on veut que tout le monde puisse être candidat, en tout cas s'il le souhaite, et qu'en Côte d'Ivoire, on ne veut pas que Ouattara soit candidat. Au-delà de ça, ben c'est les accords de Bakossi. Au-delà de ça, les Djoula sont maltraités ici et là. En réalité, ce n'était pas ça le vrai problème de la rébellion. Ce n'était pas ça la vraie cause, la vraie raison de la rébellion. La vraie raison de la rébellion, c'est quoi? C'est que la France ne s'attendait pas au président Laurent Gbagbo au pouvoir. La France ne s'attendait pas à l'arrivée de Gbagbo au pouvoir. Donc quand Gbagbo arrive au pouvoir, et qu'il commence à mettre son nez dans les affaires, et qu'il demande aux multinationales françaises de payer leurs impôts, automatiquement Gbagbo a attaqué. Automatiquement, en 2 mois, il a attaqué. Vous comprenez? Parce que pour la France, il n'était pas concevable. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il n'est pas concevable qu'un nègre leur tienne tête. Pour eux, les nègres doivent accepter, malgré eux-mêmes, tout ce que le blanc lui demande de faire. On doit toujours rester dans notre posture d'esclave. Et puis maintenant, la France reste dans la posture de maître. Et comme le maître a donné des ordres à l'esclave et que l'esclave a refusé de s'exécuter, alors le maître a sorti le fouet pour battre maintenant l'esclave. Vous comprenez? C'est ce scénario qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Et maintenant, pour battre l'esclave, il faut passer par plusieurs moyens. Vous savez que hier, pendant la traite négrière, il y a ce qu'on appelle les nègres, les mulâtres et les maîtres. Parmi les esclaves, les nègres, il y avait les nègres de salon, et puis il y avait les nègres de champ. Vous comprenez? Mais généralement, c'est les mulâtres, aujourd'hui, qui sont représentés par les métis, qui battaient les maîtres, qui battaient les esclaves, les nègres. Et donc, en collaboration, on va dire en parfaite harmonie avec les esclaves de maison, parce que c'est les esclaves de maison qui écoutaient ce qui se passait dans les champs pour venir rapporter au maître. Et quand les esclaves de champ, on va dire, construisaient des plans d'évasion, les esclaves de salon venaient dire ça au maître et très rapidement, leur plan échouait. Et c'est les esclaves de salon aussi qu'on utilisait pour en tout cas empêcher toute tentative d'évasion, pour infiltrer les esclaves de champ. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, ce schéma-là est représenté par les collabos
nos frères africains collaborent de l'impérialisme. Nos frères africains collaborent de l'impérialisme. Les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Faure Gnassingbé et consorts qui collaborent avec l'Occident, l'impérialisme, pour nous empêcher de nous autodéterminer et de nous libérer. Vous comprenez ça? Donc, comme Gbagbo avait pris la décision claire et nette de se libérer, alors Alassane Ouattara a été actionné en tant que bon esclave de salon. Il a été actionné pour mettre à mal ou pour anéantir totalement l'intention, on va dire, du président Laurent Gbagbo de libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Donc, c'est les maîtres de Dramane Ouattara et Dramane Ouattara qui sont mis en cause ici par le président Gbagbo. Quand il dit que les gens disent qu'on ne portait pas les boubous, c'est rentré sur dit, c'est des faux prétextes. C'est des faux prétextes. Parce que lui-même, Gbagbo, il était en boubou. C'est des faux prétextes. Et ceux qui sont véritablement derrière cette rébellion, c'est la France et Ouattara. Vous comprenez ça? Donc c'est ça qui est en phase avec, c'est ces peuples-là qui sont en phase avec ce qu'il a tenu le 10 mai au niveau du palais de la culture. Non, pas du palais, au niveau de l'Hôtel d'Ivoire, où il a dit que les enfants qu'on voit là, ce n'est pas eux. Qui a pensé à la rébellion? Vous comprenez ça? Qui a pensé la rébellion? Qui a pensé? Qui a financé? Vous voyez, c'est ça en fait. Donc c'est eux que le président Gbagbo met en cause ici. Donc, on va mener le débat. Mais quand le président Gbagbo va commencer à véritablement parler, là, il a démarré. Le 11, le samedi prochain, il sera encore au palais de la culture avec les femmes. Il sera encore aux assises des femmes. Il va encore parler. Il ne va plus s'arrêter. Il ne va plus s'arrêter chez Camarade d'Afrique. Et demain, sa femme, Nadani Gbagbo, sera du côté d'Azito. Sera du côté d'Azito. Elle va donner un message du président au Parlement et à Agora pour dire que nous autres ici aussi, on est important dans ce combat. Est-ce que vous comprenez ça, chez Camarade d'Afrique? Voilà le sens du discours du président Gbagbo aujourd'hui. Mais on va plus, en tout cas, on va plus approfondir. Donc, en plus de ça, chez Camarade d'Afrique, deux organisations de la société civile. Deux organisations de la société civile se sont dégagées au niveau de l'AES aujourd'hui. Il y a certains qui sont en France ici, qui pensent représenter la diaspora de l'AES ici en France. Et donc, ils appellent à une manifestation. Ils appellent à une manifestation pour condamner le retrait de l'AES de la CEDEAO. Vous comprenez ça? Pour condamner le retrait de l'AES de la CEDEAO. Vous comprenez? Mais en même temps, aujourd'hui, il y a certains au niveau de Niamey qui ont fustigé la gouvernance du président Tchadi. Vous comprenez ça? Ils disent que oui, le carburant, il y a pénurie de carburant, la vie devient chère. C'est comme si c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la mauvaise foi. Même aux États-Unis. Il ne faut pas croire, les Américains sont producteurs de pétrole. Les Américains sont producteurs de pétrole. Au Texas, là, il y a pétrole là-bas, on exploite le pétrole là-bas. Vous comprenez ça? Les Américains sont producteurs de pétrole, mais souvent il y a pénurie de carburant aux États-Unis. Alors qu'ils contrôlent le Golfe, le pétrole du Golfe, ils contrôlent le pétrole de leur pays, mais souvent il y a pénurie de carburant là-bas. Ça peut arriver par des soucis de ravitaillement, par des soucis techniques, ça peut arriver. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. Au-delà de ça, ils disent que la vie est chère, c'est rentré sorti. Mais Joe, l'embargo là, c'est quand c'est fini? Quand ils ont levé l'embargo là? C'est pas en 2024 qu'ils ont levé l'embargo. Les gens avaient tout bloqué. L'administration, comment il s'appelle? Bazoum, a tout volé, tout détruit. Tout détruit. Le Niger, le président Tchani a tout repris à zéro. Mais au-delà, malgré tout ça, il a diminué le riz, il a diminué le coût du riz, il a diminué le coût du gaz, il a diminué le coût du carburant. Devant nous tous ici. Pour vous, là, c'est de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Vous qui dites ça.
vous qui fustigez la gouvernance du président Tchadien, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Mais le peuple, comme il est éveillé, il ne va pas vous suivre dans vos sorcelleries. C'est ça aussi qui est la réalité. C'est ça aussi qui est la réalité. Quant à ceux qui veulent manifester ici à Paris, mais vous ne savez pas que Paris, là, la place parisienne a un propriétaire. Vous venez d'arriver dans le combat. Vous êtes manipulé ici. Je le dis. Vous êtes manipulé ici par les Jean-Marie Bockel. Mais quand je mets mes analyses, je suis en droit de vous dire que vous êtes manipulé par les Jean-Marie Bockel. Oui. Parce que des intellectuels ne peuvent pas venir s'asseoir. Ne peuvent pas venir s'asseoir pour dire que... pour demander à l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Une CEDEAO qui a normalement pour vocation de défendre économiquement et même militairement l'AES. Au lieu de s'adonner, au lieu d'accomplir son devoir régalien, qui est de protéger l'espace, la CEDEAO ne fait pas ça. La CEDEAO attaque l'AES économiquement et même militairement. La CEDEAO impose des embargos contre l'AES. Pourquoi? Pourquoi? Et malgré ça, vous voulez que l'AES demeure dans la CEDEAO. Ok. Comme c'est la place parisienne, on va vous montrer que nous, les propriétaires de la place parisienne, demain là, on va aller se rencontrer d'abord. Nous, au niveau de l'AES, de la vraie diaspora de l'AES, on va se réunir d'abord demain. Demain 5, on va se réunir d'abord. Et puis on va dégager un jour de manifestation. On va voir, vous allez voir, entre vous et puis nous là, qui aura mobilisé le monde. Qui aura mobilisé le monde. On va vous montrer un peu. C'est la place parisienne, non? Nous on connaît ça, on maîtrise ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne comprends pas le pollen là, ça fatigue cette temps-là. Tout le monde est grippé. Tout le monde est grippé, tout le monde est allumé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre.